Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Sans titre enregistrée au studio 1316 du Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur et dessinateur de bande dessinée, Victor Hussenot. Bonne écoute. Par la suite là-dessus, donc Victor, tu es graphiste et artiste plasticien. Tu es passé par les Beaux-Arts de Nancy en 2010. Ton travail s'inscrit dans les domaines de la bande dessinée et des arts graphiques. Il se caractérise par une expérimentation constante, jouant sur les images. Il mêle le fond et la forme, interroge, pousse au questionnement, s'amuse avec la bande dessinée, donnant au support une liberté et invite le lecteur à la réflexion et à l'émerveillement. Tu as publié ta première bande dessinée, La Casa, en 2011, et depuis tu as collaboré avec de nombreuses maisons d'édition telles que Gallimard, Nobro, La Cinquième Couche et La Joie de lire. En 2014, ton livre Au Pays des Lignes fait partie des sélectionnés pour le prix du meilleur album jeunesse de l'année. En 2023, c'est ton ouvrage Récréation qui apparaît dans la sélection jeunesse du Festival d'Angoulême. Auteur jeunesse, mais pas que, auteur aussi adulte, tu participes en tant que dessinateur dans la revue Influencia et la revue 21. Et enfin, tu es également présent dans les murs de la galerie Robillard. Ouais, il y a quelques trucs qui sont un peu datés, mais je suis pas vraiment graphiste. J'ai une formation, mais je peux l'être, mais je suis pas graphiste au quotidien. Ouais. Et puis sinon, voilà, il y a une autre galerie avec laquelle je travaille qui est Hubertic, que j'ai plus bossé finalement. Mais voilà, après c'est à peu près tout. Pour les trucs un peu... Parce que je suis pas vraiment graphiste, c'est ça, c'est important que je le dise. Tout à fait. Voilà. Dans la galerie Huberti, c'est marrant parce que l'invitée précédente était à la galerie, et en ce moment une exposition à la galerie Huberti. Ouais. Tiens, j'avais pas. Ouais, mais non, il y a peut-être des infos manquantes. On s'en fout. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut revenir déjà sur grosso modo ton parcours, ta formation, ce que tu as fait, et surtout dans quel but? Est-ce que c'était très clair pour toi très vite de vouloir être dans la création? Comment ça s'est construit et comment le parcours débute? Bon, en fait, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où il y avait déjà des artistes un peu. Mon oncle est designer sculpteur, ma tante peintre. J'ai un père prof de philo, une mère prof de français, donc on était vachement dans la culture et l'ouverture sur l'art. Donc déjà, ça facilitait les choses. Et j'ai deux grandes cousines qui sont devenues illustratrices et qui sont plus âgées que moi. Du coup, ça aussi, c'était... il y avait un truc ouvert qui faisait que je faisais aussi un peu de musique et tout. Donc, c'était évident que j'avais envie de dessiner. On dessinait tous ensemble en famille. Ouais. Donc ça, c'était hyper agréable. Et donc, ça facilitait aussi la possibilité que ça existe plus tard. Voilà. Donc ensuite, j'étais pas bon à l'école. Je veux dire, en école, en général, j'ai raté mon bac. Ouais. Donc j'ai fait un CAP, un bac pro de graphisme à Corvisart, au lycée Corvisart et à Bobigny. Voilà. Donc ayant raté mon bac pro, qui était quand même, j'ai eu mon CAP, mais j'étais vraiment dans une situation un peu compliquée. Je me disais qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai fait une année de prépa qui s'appelle Prépart, où là vraiment j'ai été réveillé, on va dire, que sur l'art contemporain, sur tout ce milieu-là que finalement pour le coup ça je connaissais pas trop. Et finalement, j'ai passé des concours et puis j'ai été pris aux Beaux-Arts à Nancy et je suis parisien et je suis parti vivre 5 ans là-bas. Voilà, donc j'ai fait mes 3 ans, j'ai fait mon DNAP, mon DNSEP. Et puis ça s'est très bien passé et en fait, c'est là que j'ai compris que je voulais raconter des choses. Et il y avait l'idée de la série, c'est-à-dire au début, je me disais peut-être que je vais faire de la peinture, pas de la sculpture, parce que j'étais vraiment nul sur le côté manuel et tout. Ça, j'y arrivais jamais. Et puis donc ça s'est goupillé petit à petit sur l'évidence que je faisais des images toujours en série, c'est-à-dire j'avais toujours du mal à en faire une toute seule. Donc petit à petit l'intérêt pour le graphisme, pour l'art conceptuel aussi, et justement en bande dessinée de la BD conceptuelle, c'était un truc balbutiant, on va dire. Il y avait des gens comme Rupert et Mulot, comme je sais plus qui d'autre, peut-être Chris Ware, quelques personnes qui faisaient des trucs, mais ça restait tout nouveau, quoi. Donc au début, quand je suis sorti des Beaux-Arts, je me suis dit, je vais faire de la BD dans l'espace.
j'étais un peu encore beaux-ardeux, on va dire, dans l'esprit. Et puis finalement, je me suis orienté vers l'idée petit à petit, au début des BD conceptuels plutôt, pour aller de petit à petit vers le récit, le personnage aussi. J'étais très influencé par le surréalisme et par le mouvement, je sais plus comment il s'appelle. Bon, j'ai oublié le nom, mais voilà, c'était comme ça que je suis arrivé là. Juste pour gratter une petite croûte comme ça, est-ce que tu arrives à me définir l'esprit beaux-ardeux? J'ai envie de savoir. Ouais. Non, mais disons que c'est un truc où moi je me suis senti vachement influencé par ça. Ouais. Dans un certain sens, c'est-à-dire que j'ai arrêté par exemple de regarder des films entre guillemets mainstream, tu vois. D'accord. Ou donc je regardais des Haneke, la Nouvelle Vague, des trucs comme ça. Et je dis pas que j'aime plus, mais juste à un moment donné, je me suis aussi autorisé à me dire attends, faut aussi te connecter à un truc plus vaste. Et aujourd'hui, toi, t'es prof un peu, non? Ouais. Et du coup, quand tu conseilles des films, des cinéastes, tu conseilles Haneke ou comment ça se passe? En fait, si ça, non, mais tu vois, pourquoi pas? Si le boulot de l'étudiant répond, m'y fait penser, je vais lui conseiller, tout à fait, tu vois. Il y a pas de, je suis pas du tout devenu raciste de ça. Mais, comment ça s'est passé, du coup, tes premiers pas en tant que créateur? La sortie des Beaux-Arts. La sortie des Beaux-Arts, ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à quoi? En me concernant, j'ai eu la chance de me rendre compte, je pense aussi, que ça allait être compliqué. Et un de mes projets de diplôme était un bouquin que j'avais fini. Et je suis allé au festival d'Angoulême. J'avais imprimé une maquette dans l'école. J'en avais genre 2 exemplaires reliés avec de la colle dans l'atelier gravure, quoi. Et j'ai fait tous les stands d'Angoulême jusqu'à trouver quelqu'un qui me dise ouais, ça m'intéresse. Je me suis acharné, on va dire. Et ça, c'était dans ma dernière année, en 5e année. Et comme j'avais participé au concours Jeunes Talents d'Angoulême, et que j'avais été sélectionné 2 fois, ça m'encourageait. C'est-à-dire quand même, je me disais, ok, t'es peut-être capable de faire de la BD, de raconter quelque chose. Donc, petit à petit, je me disais, ok, j'en suis capable. C'était aussi ça. C'est comment réussir à avoir confiance, quoi, en ce qu'on fait. Et bon, j'ai trouvé un éditeur, donc pour la Casa, justement, dont tu parlais, qui s'appelle Varum, un éditeur un peu fou, qui publiait un peu des trucs invendables, dont ce livre qui s'est pas énormément vendu. Hein. Mais ça m'a permis d'avoir un pied dedans et de me dire, ok, bon, je vais contacter des journaux, je vais essayer de trouver leurs mails. Et je pouvais pas trop compter sur mes profs, quoi. Parce qu'ils avaient pas de contact, il y avait pas de... Très peu, quoi. Ouais, en tout cas, pas de réseau professionnalisant, encore moins peut-être dans ce circuit-là de l'édition. Surtout que c'était un Beaux-Arts pas du tout BD ou illustration. Donc, voilà. Peut-être si j'avais fait autre chose. Mais il y avait un petit réseau, mais qui était pas... Voilà. D'accord. C'est pas comme ça. Je me suis dit, bon, j'y vais, je propose. Tu penses les profs, ils peuvent accompagner des boulots après le diplôme? Moi, je pense que c'est bien, c'est rassurant pendant un moment d'avoir un prof qui peut regarder, faire des retours. Ouais. Mais à un moment, c'est comme un peu un daron. Je pense qu'il faut s'en détacher un peu. Sinon, c'est un peu toujours, tu sais, le truc derrière qui te suit et t'as besoin de tout le temps faire valider le truc. Je sais pas. Mais en même temps, c'est toujours agréable d'avoir un retour, quoi, des profs qui t'ont vu étant petit et grandir, quoi. Tu penses qu'il t'a manqué des apprentissages dans cette formation? Justement, quand tu vas à Angoulême, que tu vas taper un peu sur tous les stands, et puis trouver ce premier contact, cette première validation professionnelle qui te dit, ok, en fait, c'est rentable, je peux travailler. T'es sous quel statut, par exemple, etc. Comment ça se passe dans le réel? Ouais, en fait, je me souviens que sortant des Beaux-Arts, je me suis tout de suite inscrit à Pôle emploi. Ouais. Et puis j'avais fait un stage, un espèce de truc, genre une journée où on m'expliquait vaguement les statuts, je captais rien. Et c'était par l'intermédiaire de Pôle emploi, c'était un truc obligé. Mais en même temps, je me souviens qu'un gars m'a dit, de toute façon, prends ça, parce que prends le statut micro-entreprise, parce que t'auras pas la TVA à payer au bout d'un certain seuil. Et je me suis dit, bon, ça a l'air bien, je prends ça, quoi, sans vraiment savoir ce que ça signifiait, quoi. Voilà, donc j'ai toujours pas changé de statut d'ailleurs. Mais voilà, non, c'était
du défrichage permanent, quoi. Ouais. Dire, je sais pas où je suis, mais faut essayer. Je sais pas si c'était ça, mais voilà. Ah c'était oui, ça, oui, quoi. si, oui. Ouais. Toi, c'était ça? Oh, mais c'était complètement ça. Ouais, c'est pareil. Mais il y avait j'avais vu, enfin, j'ai vécu la tristesse du stage Pôle emploi. Ouais. Oui, cette journée de formation sur les différents statuts où en fait t'es C'est ça, entouré de c'était ça. menuisiers qui sont intéressés sur comment je vais récupérer la TVA. Toi, t'es là, oui, je suis pas bien là. sûr. il Après, faut. ça dépend où t'es aussi, parce que je sais qu'à Lille, il y a des lieux comme la Malterie avec des gens qui peuvent accompagner, qui disent des trucs. Mais on s'y intéresse pas jusqu'à ce qu'on soit dans la problématique aussi, puisque c'est. C'est ça. Enfin, parce que des fois on dit un petit peu du mal de la formation en disant putain, on nous a jamais montré comment faire un concours. Mais en même temps, je suis pas sûr que je serais allé à la conférence si elle avait eu lieu. Ouais, il y a aussi ça. Je pense qu'il y a une naïveté, un truc un peu genre lunaire. On est focus sur ce qu'on fait. Puis on a une idée de ce que doit être l'art et ce que doit être la place de l'artiste, qui change aussi à un endroit justement quand on a une vision plus claire de l'écosystème et des enjeux. D'un coup, Ouais. voilà. Mais disons que petit à petit, ça s'éclaire un peu, quoi. Il y a un peu de lumière qui vient. Aujourd'hui, tu produis où, toi? Alors, j'ai eu de temps en temps des ateliers, mais pas tout seul. C'est-à-dire, j'ai toujours avec d'autres gens. Là, je suis dans un atelier, mais j'y vais pas souvent. Je me fais un peu tirer les oreilles, d'ailleurs, par les autres. Mais je suis beaucoup chez moi. Enfin, j'ai besoin pour écrire, d'être chez moi. Donc, en fonction de ce que j'ai à faire, je vais un peu dans l'atelier. Mais c'est plus pour avoir un contact avec d'autres gens, d'autres personnes qui créent, quoi. D'accord. Au final. D'accord. Ouais. T'habites Paris? Ouais. Dans le 19e. Et c'est important pour toi, à ton avis, d'être à Paris pour ton secteur d'activité? C'est une bonne question. Franchement, je me rends pas compte. Je crois que non. Je pense pas. Tu penses pas? Pendant longtemps, je faisais des vernissages, des trucs pour rencontrer des gens, aller voir des éditeurs, d'autres auteurs et tout. Et à un moment, j'en ai eu un peu marre aussi de faire ça. Donc, je l'ai moins fait. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, je sais pas. Ouais. Toi, tu vis de quoi? Qui te paie globalement? C'est quoi comment ça se passe, ton équilibre financier? C'est très variable. Ouais. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, j'ai pas du tout la même somme d'argent. Donc, déjà, j'ai un tout petit loyer, ce qui me permet de survivre. On va dire, je vis dans un tout petit truc. Donc ça rentre en ligne de compte. Donc, ça fait même pas 15 mètres carrés. Donc déjà, ça, je pense que c'est important de le dire. Ce qui fait que, voilà, je paye, voilà, c'est 350, 400 euros, un truc comme ça. Je pense que c'est important de dire ça, de parler du loyer et tout ça. C'est ce qui fait que j'ai pas à chercher beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si j'avais un loyer à 800 euros, ce serait un autre problème. Donc j'ai toujours essayé de prioriser les bouquins, de me dire ok, je veux absolument toujours faire des livres. Et donc j'ai eu plusieurs fois la bourse du CNL pour des livres. J'ai eu 2 fois. J'ai eu 2 fois 15 000 euros, donc ça m'a beaucoup aidé. Même si 15 000 euros en soi, c'est pas non plus astronomique. Voilà. Après, donc là, je suis enseignant à l'école Condé, qui est une école où il y a plein de choses. Donc je fais des cours sur le personnage en bande dessinée depuis cette année. Parce que pendant longtemps, je voulais pas. Je me disais, je veux pas être prof. Je veux pas. Je veux avoir une réelle expérience de ce que c'est d'être auteur entre guillemets pour pouvoir en parler, transmettre un truc, quoi. Voilà. Donc ça me fait un petit revenu. De temps en temps, je prends des commandes d'illustration quand ça me plaît vraiment et que je tombe sur des gens sympas. Ouais. Voilà, j'ai fait une résidence d'artiste aussi dans un théâtre. Donc ça, c'était comme le CNL, ça m'a fait vivre plus d'1 an. Voilà, donc c'est un peu un coup de poker chaque année, quoi. D'accord. Ouais. Je sais pas vous, mais moi, c'est un peu comme ça que ça se... C'est pour savoir peut-être sur la bourse de 15 000 euros pour l'aide à la création d'un ouvrage, ça couvre quoi? Ça couvre aussi toute la phase fabrication
distribution, etc. de l'ouvrage ou... Non, c'est considéré comme des droits d'auteur. Ok. Donc on les déclare et voilà, puis on les déclare à l'URSSAF et puis voilà. C'est comme si on avait une avance pour un livre, quoi. C'est pas comme la bourse du CNAP qui donne la moitié de la somme pour la production du livre. Ok. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes différentes phases de travail? Comment apparaît un sujet? Comment tu le traites? Pourquoi tu t'intéresses à quelque chose plutôt... Enfin, quand tu as trouvé ton sujet, comment tu t'y prends? C'est variable en fonction des bouquins. Moi, j'ai souvent un carnet, c'est cliché, mais j'ai toujours mon petit carnet ou mon téléphone et je note des trucs, donc très souvent, toutes les semaines en tout cas. Et après, je vois ce qui finit par revenir dans ma tête et je me dis bon, si ça revient, c'est que y a peut-être un truc à défricher. Et petit à petit, il y a une structure un peu plus claire qui se met en place dans mon esprit, et donc je commence à faire des recherches, on va dire renoter des trucs. Et là, en fait, si c'est que je dois le faire, en tout cas pour moi, j'ai là des idées de scènes visuelles qui apparaissent. C'est-à-dire que tout de suite, je vois les scènes du livre qui commencent à éclore. Donc là, je lui fais des storyboards. Et des fois, ça vient pas dans l'ordre. Donc des fois, j'ai le milieu du livre qui arrive en premier. Et puis petit à petit, c'est un puzzle et je reconstruis dans l'ordre de ce qui va finir par devenir un bouquin, donc le chemin de fer et tout ça, quoi. D'accord. Tu le portes combien de temps, un projet comme ça? Là aussi, ça dépend. Par exemple, là, j'ai ma prochaine bande dessinée qui sortira en août. Et celle-là, j'ai mis 4 ans et demi dessus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Compliqué. Donc, heureusement que j'ai eu le CNL pour celle-là. Ouais. Et mon éditeur m'a payé aussi. Voilà. Donc, on va dire que j'ai survécu au drame. En plus, il y avait le Covid, le confinement, tout ça. C'est très compliqué. Ouais. Bon, donc celui-là, c'est le plus long. Après, des fois, ça peut durer 4 mois, 5 mois pour un livre. Ça dépend du style, quoi. Si c'est minimaliste, ça va plus vite. Ça dépend aussi de la pardon. Non, ben oui, peut-être que ça rejoint. Tu sais quand il est terminé, d'ailleurs? C'est-à-dire? Quand est-ce que tu considères que l'ouvrage que tu avais imaginé Alors moi, je vais jusqu'au bout. Arrivé à terme. Ouais, je sais, je le sens, on va dire. Après, j'ai jamais une certitude. Oui, je vois qu'il faut plus rajouter de trucs ou faut a priori plus en enlever, mais c'est très instinctif. Je pense que ce que tu voudrais qu'on aille là-dessus, ou tu voudrais qu'on aille vers le regard de l'éditeur, non? Peut-être, pas nécessairement maintenant. Peut-être la question, moi, en fait, c'est quelle est l'importance, comment se passe la relation avec l'éditeur? Là aussi, je pense que c'est variable en fonction des éditeurs. Ouais. Moi, mon éditeur principal, La Joie de lire, ils sont en Suisse. Ça s'est toujours très bien passé parce que ils m'ont fait confiance une première fois en 2014 pour le premier livre qu'on a fait ensemble. Et donc, ils m'ont toujours laissé libre. Donc ça, c'est aussi une des raisons qui fait que je me sens bien avec cet éditeur-là. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, je suis jamais... Là, on fait plein de retours, par exemple. On fait des corrections. Parfois, on change des mots, des formulations, des trucs. On se dit, voilà, ça, c'est pas utile, quoi. Et là, il y a aucun problème. Je suis OK pour... je suis pas attaché à la virgule près, quoi. Mais quand je sens que c'est important, qu'il faut garder ma formulation, je vais la garder, par exemple. Mais en général, je sais le justifier. Si c'est flou pour moi, je me dis que ça peut bouger encore un peu, quoi. Voilà, c'est beaucoup du feeling. Hein. Et donc, ouais, c'était quoi là? Aucune idée. Comment tu nous parles de la relation avec l'éditeur? Parce que justement, tu as dit, c'est pas avec celui-ci, ça se passe bien. Ça veut dire que tu as eu d'autres expériences. Nous, on veut que tu dises du mal. Qui sont les méchants? Non, c'est pas ça, mais parce que là, en fait, l'éditeur te fait confiance. Tu apportes un projet
de livres avec une histoire, etc. Et puis bon, après ça se construit. Ouais. T'as eu d'autres fois des boulots de commande qui étaient peut-être plus contraignants, où là l'éditeur vient te chercher toi, mais amène sur la table un sujet et est-ce que ça existe? Alors ça existe, et j'ai eu des propositions des fois d'éditeurs qui voulaient qui me proposaient de traiter un sujet, un truc, et c'est vrai que ça j'ai toujours refusé. D'accord. Parce que je le sens pas. Je sens que ça va être personnellement pour moi un peu l'enfer. Travail de commande. Pour des journaux ou pour des affiches, des trucs, ouais, il y a pas de problème, ça j'adore. Mais quand c'est une commande qui s'étale sur un livre entier, enfin moi je sais que je suis pas capable. Enfin ça va me déprimer. Je le fais pas. Okay. Voilà. Et moi j'ai des questions de naïf sur la relation entre l'image et le texte. Qu'est-ce qui drive quand même ton idée? Est-ce que c'est d'abord des apparitions de situations, de scènes, d'images et le narratif se construit autour? C'est plus l'inverse? Comment c'est variable? Il n'y a pas de... En fait, me concernant, je suis toujours dans des histoires où le monde est un peu, enfin, le monde des personnages, si tu veux, il est toujours un peu entre le réel et le truc du rêve, quoi. Donc, je suis toujours dans un truc un petit peu flou, où finalement, ça va changer pour chaque livre. Donc, la plupart du temps, je suis à l'aise sur le muet, c'est-à-dire que souvent, je mets pas de texte. Mais ça, c'est le plus simple pour moi. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas non plus raconter toutes les histoires qui me venaient comme ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis forcé, on va dire, à apprendre comment on faisait des dialogues, comment on écrivait, on avait une voix de narrateur, un truc comme ça. Et ça a été compliqué, mais j'ai mis le temps, on va dire, de trouver ça intéressant et de me dire, ok, c'est cool. Je kiffe le faire maintenant. Mais ça m'a mis 10 ans. Ouais. Voilà. Mais c'est parce que ma forme d'écriture, elle est plus dessinée, graphique, plus que textuelle à la base. Bah, oui. Même si je me suis rendu compte que même s'il n'y a pas de texte écrit, il y a un sous-texte intérieur que le lecteur va entendre. Si le personnage bouge ou quoi, il va comprendre ou il va imaginer des phrases dans sa tête. Et donc, il y a quand même du texte, en fait. Ouais. Voilà. Non, parce que c'est quand même quelque chose, enfin, moi, personnellement, qui m'effraierait beaucoup de se confronter aux mots, à la narration. C'est quand même un tout autre topic que de construire une narration juste avec des images. D'autant plus quand tu viens des Beaux-Arts et qu'a priori, t'as pas eu de conception, rédaction, etc., de choses de cet ordre-là. Et bon, c'est quand même toute une partie importante dans ce type de travail. Mais c'est vrai que j'ai après... Ouais. Non. J'ai cru que... non, mais... Quand au début j'ai voulu vraiment faire des dialogues, j'y arrivais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait lire à plein de gens. Et puis j'ai eu plein de conseils. Donc au bout d'un moment, je me suis entraîné à parler tout seul pour avoir la voix, la sonorité du personnage, quel mot il va employer, donc connaître mon personnage, le creuser. Et ça, c'est passionnant en fait. Et quand j'ai compris que c'était génial, je me suis dit, mais j'ai plongé dedans, quoi. Ouais. Et maintenant, ça va. Et j'adore le faire, mais c'est vrai que, voilà, fallait trouver les traits de caractère, des mots clés, on va dire, que le personnage redit, des mimiques. Et finalement, quand tu le poses visuellement, tu te rends compte que ton personnage, il a des attitudes qui viennent engendrer des mots, un vocabulaire qui va avec. Et ça, c'est, maintenant que je l'ai compris, je peux le faire, mais c'est vrai que, au début, je faisais des dialogues très anachroniques qui allaient pas avec le personnage ou avec le type de récit ou l'époque. Voilà. Donc c'est long, mais voilà. Il y a eu un apprentissage sur le tard, on va dire. D'accord. Qui t'apporte un regard extérieur sur ton travail? C'est ton éditeur, c'est un ami. Comment c'est qui est-ce que t'as quelqu'un qui apporte un regard extérieur et qui est cette personne? Est-ce qu'ils sont pleins? Ils sont pleins. Bah, je pense que c'est bien de le montrer à plein de gens. Parce que tu prends des claques un peu. Ouais. Et tu te fais un peu casser. C'est des trucs que tu penses évidents qui ne le sont pas. Pendant longtemps, ma mère m'aidait beaucoup parce qu'elle est prof de français. Donc ça, c'était quand même un atout. Et puis, là, ma copine, qui est elle-même autrice de théâtre. Donc ça, c'est un avantage.
Mais des amis, c'est-à-dire n'importe qui, parce qu'en fin de compte, des amis proches qui sont de préférence pas dans la création, ça m'aide plus. Parce qu'ils ont un regard direct et je me dis, un livre, quand t'es dans une librairie, quand t'es à la Fnac ou je sais pas où, tu l'ouvres, tu le prends et peu importe qui t'es, quoi. Tu vois, t'as pas le truc de être un éditeur, un auteur ou quoi que ce soit. Donc, tu peux avoir des retours d'auteurs qui sont parfois plus dans leur idée. C'est-à-dire, ils ont une vision de ton truc, ils disent, essaie d'aller vers là. Et en fait, parfois ça marche. Mais moi, je trouve que souvent, personnellement, ça m'embrouille. Je me dis, c'est intéressant ce qu'il me dit, mais je crois qu'en fait, il m'envoie dans une autre direction. Donc, je vais essayer de voir si ça marche, mais des fois, ça m'a fait galérer. Ouais. Voilà. Donc, je préfère, des fois, je le fais, mais plus avec des gens qui sont dans la création, mais qui écrivent pas de bande dessinée eux-mêmes, quoi. D'accord. T'as des projets que t'as abandonnés ou que t'as des regrets qu'on disparu, Ouais, il y a là, j'en faisais un cette année, depuis un an que j'arrive pas à publier. Voilà. Parce que t'arrives pas à le finir ou parce que personne veut le publier? Parce que plusieurs éditeurs ont dit oui, mais non, finalement. On dit rendez-vous, oui, c'est bien, on aime bien, pour finalement te dire c'est pas notre ligne. Donc je pense que le projet il tient, mais il manque un peu de maturité encore. Je l'ai mis de côté. Ouais. Ça m'embête pas et j'ai réfléchi. Et voilà, et c'est beaucoup aussi en fonction de ce qui marche. Enfin, il y a. C'est pas une question d'avoir trouvé ou non le bon éditeur. Si aussi. Ouais, si aussi. C'est les deux, quoi. Ouais. Ouais. Mais par exemple, j'ai eu là ce bouquin-là, une éditrice qui voulait le faire, mais qui n'est pas la directrice décisionnaire. Ouais. Donc, elle est directrice de collection. Elle m'a dit, j'adore, je veux le faire, mais il faut le faire passer au-dessus, voir si le chef va dire oui. Et le chef a dit non. Donc, bon, ça veut dire qu'aussi le livre, il est pas forcément mauvais. C'est juste que oui, il est peut-être pas assez convaincant en l'état. Donc, pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que je travaille sur d'autres en même temps. Mais c'est un peu dur. Ouais. C'est assez dur parce que j'ai passé des mois sans gagner d'argent à travailler dessus. Donc ouais, ça fait un peu mal. Donc c'est difficile, ouais. Dans ces moments-là, c'est dur. Mais c'est la première fois que je galère comme ça sur un livre. Ouais. Donc bon, mais par exemple, celui dont on parlait tout à l'heure, tu vois, qui s'appelle Récréation, donc qui a finalement été sélectionné à Angoulême, c'est un peu... Il a été déterré d'outre-tombe, parce que c'est un livre que j'avais écrit en 2012, en sortant des Beaux-Arts, et à l'époque, personne ne l'a pris. Tous les éditeurs l'ont refusé. Je l'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs, et donc je l'ai rangé dans un tiroir pendant 8 ans. Et finalement, pendant le confinement, mon éditeur suisse qui me connaît bien, je lui avais pas envoyé parce que je le connaissais pas à l'époque, je lui ai proposé, il me dit c'est super, on adore, on le fait. 8 ans plus tard. Et finalement, il se retrouve imprimé et il finit par être en sélection. C'est une histoire assez incroyable pour moi, tu vois. C'est-à-dire que j'y croyais pas. J'ai eu des larmes quand j'ai appris que j'étais en sélection parce que je me disais, mais c'est incroyable. À l'époque, je me suis fait démonter par 15 éditeurs en me disant ça marche pas, il y a pas de cible, etc. Ils ont peut-être raison aussi. Je me dis pas qu'il a pas dû se vendre à des, je sais pas combien d'exemplaires, mais voilà. Donc, c'est bizarre. Ça change les choses d'être en sélection à Angoulême? La reconnaissance des pairs? Alors, ça fait du bien. Ça fait du bien, ok, d'accord. Ça, oui. Est-ce que ça fait ça fait de la bonne argent? Non. D'accord. Ça aide pas à le vendre un peu plus? Peut-être un petit peu, ouais. Bah, des fois, t'as des bibliothèques qui en prennent plein. Ouais. Ou t'as des fois des événements qui se disent, ouais, on va en prendre 100. Ok. Ça m'est arrivé. Mais, donc ça peut un peu booster le truc, mais maintenant, je pense plutôt si un auteur en parle sur Instagram. Ouais. Il va te dire, lisez ce livre, il est super. Et là, à mon avis, si c'est un influenceur, il va se vendre. Mais non, mais les prix, je pense que si t'as un prix, oui. Mais quand t'es dans la sélection, il y a tellement de choses que c'est chouette, c'est super cool. Mais je pense pas que ça aide énormément à la vente. Enfin, moi, ça aide pas beaucoup, et un petit peu.
C'est quelque chose à laquelle tu penses, la vente. J'avais une question un peu avant, c'est un peu est-ce que tu connais ton lecteur, ta lectrice? Est-ce que tu penses à eux quand tu écris quelque chose? Enfin, comment ça se structure, ce rapport entre ta création qui peut peut-être se faire en dehors des regards extérieurs dont tu parlais tout à l'heure, qui peut peut-être se faire de manière un peu autonome, puis après la rencontre avec l'éditeur, le projet se fait pas, et puis bon, a priori il a quand même vocation à être ouvert et à être lu par des gens. Est-ce que cette zone-là de rapport avec le public, le lecteur, c'est quelque chose que t'investis ou pas du tout, que tu orientes entre guillemets ou pas? Pas trop, non. Non. En fait, je me dis juste que je sais que je vais être lu, que le but c'est de le partager au maximum, donc j'essaye d'être le plus accessible possible, tout en moi étant heureux de le faire. Ouais. Voilà. C'est vraiment à part ça, moi je me dis pas je vais faire ça pour tel public ou non. Ok. Et même le choix pour un ouvrage de partir plutôt en jeunesse, ça c'est quelque chose même que tu contrôles pas forcément. Tu dis pas. Quand est-ce que le choix de faire partir le livre en jeunesse se fait parce que c'est pas forcément. Comment tu veux dire? Non. J'imagine que tu fais pas le livre en te disant ça va partir en jeunesse. T'as envie de raconter une histoire. Et c'est au niveau de l'éditeur que d'un coup il fait genre tiens ça va partir dans la collection truc ou ça va aller dans la collection machin. Exactement. Et d'ailleurs moi mon plus gros problème on va dire c'est que je suis toujours entre deux. C'est-à-dire que j'ai un graphisme qui est plutôt adulte, mais des récits considérés comme plutôt jeunesse. Donc c'est toujours ça arrive souvent que mes livres les libraires ils font je sais pas fais chier. On le met où? Et toi, t'en penses quoi? Moi, je m'en fiche, mais après, je trouve que tout le temps me mettre en jeunesse parce que c'est un éditeur jeunesse, c'est un peu absurde, mais en même temps, les éditions de La Joie de Lire sont bien pour ça. C'est-à-dire que ils ont un ton, ils publient beaucoup de gens, d'autrices, d'auteurs qui sont un peu comme moi dans le sens où ils peuvent faire des récits multi-publics, quoi. Enfin, avec les différents niveaux de lecture qui fait qu'un enfant va s'y retrouver et un adulte ou un papy, une mamie vont s'y retrouver. Enfin, moi, j'aimerais vraiment arriver à ça. Voilà. Après, voilà, je ne décide pas, comme tu disais, tu vois, je me dis pas, à part peut-être un livre que j'ai fait qui s'appelle Le Voyage en toboggan où je me suis dit ça, je veux vraiment le faire pour les plus petits. Je veux leur faire réfléchir sur ce que c'est que le métier qu'ils peuvent faire plus tard. Leur donner des petits conseils, leur dire en gros, tu fais ce que tu veux. Personne n'a le droit de t'interdire de faire un truc, même pas tes parents. Et voilà, pour moi, ça a été important. Mais sinon, c'est plus un sujet où un truc, je sais pas trop, quoi. Ça vient, et puis après, je vois où je le fous. C'est un peu le bordel. Tu racontais que tu bossais avec la galerie Huberti et d'autres. Est-ce que du coup ton travail est collectionné? Un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce qui est collectionné alors? Qu'est-ce que tu vends en galerie? Ce qui est le mieux parti, on va dire, ce qui c'est le mieux vendu, c'est des planches plutôt à l'aquarelle. C'est des planches, c'est pas des planches de BD. Ok. D'accord. Parfois j'avais mis quelques illustrations. Il y en a une qui était partie parce que c'était une affiche pour un festival de cinéma sur Eric Rohmer. Donc ça c'était parti, mais je pense justement parce qu'aussi ça parlait d'Eric Rohmer. Enfin je pense, des fois. Ça peut se dire ah ouais ok ça me parle. Mais en général voilà c'est des planches de BD ou des illustrations que j'ai fait pour moi et où là ça va être plutôt la galerie Robillard qui dit d'accord. On a pris ça et puis ça part. Donc je dis pas qu'on en a vendu beaucoup, hein, quelques-unes quoi. C'est pas la fête non plus. On aimerait bien.
Est-ce que tu peux nous parler de la représentation? Est-ce que tu participes à des vernissages, des rencontres? Comment ça se passe pour toi, ça? Ou à des salons, oui. Ouais. Bah alors les salons, ouais, j'en fais souvent, plusieurs par an, mais plutôt jeunesse du coup. Ouais. Ou enfin, ça peut être adulte aussi, mais je vais faire toujours le salon de Montreuil par exemple. Angoulême, j'essaye d'y aller, j'y vais quand surtout j'ai des trucs à défendre là-bas, parce que ça coûte quand même pas mal. C'est-à-dire le train, le logement, etc. Et puis c'était quoi l'autre, les événements? Et c'était quoi? J'ai oublié l'autre. Des vernissages. Parle-nous de ta représentation. Participes-tu à des vernissages, des rencontres? Ouais. Est-ce que l'aspect réseautage est important? Est-ce que ça occupe du temps et de l'énergie dans ton emploi du temps? Bah, quand même, oui. C'est-à-dire que je te disais tout à l'heure que je faisais moins, mais malgré tout, c'est important. Après, je vais plus le faire vraiment. Je le fais quand je me dis là, j'adore une personne, son travail et tout, et j'ai envie d'aller voir le truc, quoi. Maintenant, je fonctionne plus comme ça. Je pense qu'au début, je me forçais un peu, parfois, à aller rencontrer des gens parce qu'il faut les rencontrer. Je dis pas qu'il faut pas le faire parce que de toute façon, au début, on sort de nulle part, donc c'est normal de le faire. Faut bien quand même rencontrer les gens. Mais je sais pas, à un moment, je m'y suis moins retrouvé à faire ça. Je me sentais mal à l'aise. T'as fait combien de livres là? 11-12. 11-12. Ouais. Et est-ce que tu sens que tu as moins besoin aussi d'être en représentation parce que tu as une sorte d'assise parce que ton CV est un petit peu plus épais? Est-ce que tu te dis C'est sûr qu'il y a un background qui existe puisque ça fait depuis 2010 que j'ai quitté les Beaux-Arts, donc oui, un peu. Mais c'est-à-dire que on connaît un peu mon nom, mais après je suis quand même obligé de faire ça, tu vois, de rencontrer, parce qu'au final je suis pas non plus voilà, je sais pas non plus. Et ta présence sur les réseaux, elle ressemble à quoi? Moi j'aime bien poster tout ce que je fais, surtout dans mes carnets. C'est-à-dire que comme je dessine beaucoup dans mes carnets, des recherches, des croquis, des trucs, j'aime bien être au quotidien avec ça. Voilà, donc je mets souvent parfois ça peut être un petit dessin comme ça que j'aime bien, comme. Et c'est important ce compte Instagram ou les autres. D'ailleurs, j'ai pas regardé si t'avais d'autres réseaux que Insta. Je t'ai juste vu sur Insta. Non, j'ai que ça pratiquement, quoi, et Facebook. Mais j'avais une page Facebook qui était bien, mais on m'a piraté mon compte Facebook, donc je n'ai plus accès. Il y a un point blogspot aussi qui existe. C'est vrai? C'est vrai. Ouh là là. Non, j'ai effacé les vieilles choses. Oui, il faudrait que je refasse un site, tu vois, par exemple. Ça fait très longtemps que j'en ai plus. Donc, mais est-ce que tu dis il faudrait que je refasse un site parce que voilà, on aborde le sujet, tu diras machin, et en vrai tu t'en bats un peu les couilles, ou est-ce que ça fait partie, tu dis merde, il y a besoin quand même que. Oui. Ouais, c'est plus pour dire j'ai fait ça. Je pense. Ça existe. Ouais. Voilà, j'ai fait ça. Non, mais en même temps, à la fois ça paraît peut-être étrange de le dire comme ça, mais en même temps je peux comprendre qu'on se dise, si on s'intéresse à quelqu'un, à son travail, de dire ok, bah je vais voir ce qu'il a fait, soit trouvable, et qu'ils disent ah oui, il a fait ça, donc il va dans cette direction dans son travail, ok. Il y a ce côté-là qui est, je pense, important. Mais par exemple, Instagram, au-delà de la stratégie, enfin, au-delà du plaisir de partager un peu des instantanés, des croquis, du quotidien comme ça de création, tu y vois une stratégie, c'est quelque chose d'important pour. Honnêtement, ouais, je pense. Je pense que avoir contact avec avec d'autres professionnels, etc. Bah ouais, complètement. Moi, j'ai déjà eu plusieurs commandes qui sont arrivées par Instagram, de gens qui ont vu des dessins passer et qui me disent ah, on aime ton dessin là, est-ce qu'on peut l'utiliser pour cette couverture de roman, cet article? D'accord. Et c'est super ça. Ah, donc ça veut dire que le travail est déjà fait, et il y a juste à vendre les droits. Voilà. Ça c'est agréable. Ça m'est arrivé quelques fois. Après, c'est pas non plus tous les 4 matins, mais non. Après, par contre, je pense que je vois plein de jeunes auteurs, autrices faire des bandes dessinées quotidiennes, et qui fonctionnent bien et qui sont publiées en 1 an. Ils font des strips pendant 3, 4, 5, 6 mois à fond, et ça marche et ils sont publiés. Il y en a plein. Moi, je le fais pas parce que j'ai publié des bouquins, donc je suis pas dans cette dynamique du format carré. Ça me convient pas trop, en fait. De temps en temps, j'ai des idées qui vont vers ça, mais j'aime déstructurer la page, l'objet livre et tout. Donc c'est vraiment un truc un peu oubapien
qui m'a toujours un peu animé, puisque la forme et le fond sont reliés dans mon travail, donc je peux pas. Et c'est peut-être là où je suis un peu des beaux-arts, c'est qu'il y a ce truc-là, mais mais voilà. Après, j'aime aussi la narration pure et dure, dialoguée, case à case, mais c'est moins ma sensibilité naturelle. Ok. Ça va, j'ai bien répondu. Franchement, t'as bien répondu. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous raconter peut-être. En fait, on essaie à chaque fois, on essaie de faire dire du mal de quelqu'un par l'invité, mais on n'y arrive pas. C'est chiant. Ouais. Tu peux pas dire du mal de quelqu'un, s'il te plaît. T'as esquivé tout à l'heure avec les mauvais. Ouais. Je sais plus comment j'avais dit. Il y avait des bons rapports avec les éditeurs, et puis il y en a des moins bons. Disons quoi, il y a des trucs qui, des fois, on n'est pas d'accord avec l'éditeur et c'est compliqué de se comprendre sur le papier, sur l'impression. Alors surtout, moi, j'ai un travail à l'aquarelle des fois. Ouais. C'est compliqué à imprimer. Donc, ça demande plus d'argent. Donc, voilà, tous des trucs comme ça. C'est-à-dire que si l'éditeur, il sent que il faut le faire, il va le faire. Mais moi, j'avoue que c'est une logique que je comprends pas trop, de publier un livre ou qu'un graphisme est très travaillé pour qu'après, il soit pas bien imprimé. Ouais. Je vois pas l'idée, quoi. Je me dis, bon, bah, le fais pas. Le prends pas et je vais me faire défoncer. Mais non, mais je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. À un moment, J'entends surtout qu'on n'a toujours pas de nom. Comment peut-être est-ce que tu as un conseil à donner sur comment faire pour y arriver dans ton milieu? À ton avis, c'est quoi l'indispensable? bah, juste continuer à faire des trucs, continuer à proposer des trucs et pas déprimer, pas se considérer comme une merde quand on n'est pas publié ou quand on n'arrive pas à accomplir ce qu'on veut accomplir. Ouais. Voilà. Je sais pas, après, voilà. Ouais, c'est comme ça que je me dis, faut jamais lâcher l'affaire. Faut faire, c'est tout. Arrive, même si c'est... C'est tout. Je vois que ça comme truc. Parce qu'après, c'est tellement hasardeux. Mais voilà. Et pour les éditeurs, je veux pas dire de nom parce que c'est pas cool. C'était une blague. Mais en tout Réponds cas, pas, c'était une blague. mais en vrai, juste, je peux dire un truc là-dessus, c'est que c'est compliqué aussi pour plusieurs maisons d'édition dans le sens où c'est des équipes et il y a des gens qui sont d'accord avec toi et d'autres pas d'accord pour des raisons multiples. Ce qui fait que c'est un accord entre plusieurs personnes pour te soutenir à un certain niveau. Ce qui fait que on peut comprendre que des fois, ce soit pas évident pour tout le monde. Ouais. D'accord. Si on veut te suivre sur les réseaux, Ouais. on va à... Victor Husneau C'est ouais. sur Insta. Victor Husneau, arrobase. Je sais plus. Non, ça c'est mon mail. Oula. Non, c'est victor.husneau, je crois. Je crois que c'est ça. Ok. Eh bien, Victor, merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci à vous, c'était À bientôt. sympa. À Bon. bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver les derniers travaux, informations et actualités de Victor sur son compte Instagram Victor Husneau ainsi que sur son site internet victorhusneau.blogspot.com. Merci encore au Centre Pompidou qui nous accueille et nous soutient dans ce projet. Un grand merci à Cyril et son équipe à la régie. Comme d'habitude, retrouvez les dernières publications et informations de notre projet sans titre sur Instagram santtitre.cast. Merci à Olivier Schloberg pour le générique. Bisous.